Aujourd'hui, il n'y aura pas d'interview, ce sera juste moi. Alors vous pouvez encore décider d'arrêter d'écouter, mais pour celles et ceux qui comptent rester, on va se parler d'un aspect un peu perturbant de la double culture. Ce sentiment de confusion qu'on peut ressentir quand on a vécu entre deux pays, deux cultures ou deux types d'éducation. Je m'explique. Quand vos deux pays ont des cultures, des mœurs et des références bien différentes, vous pouvez vous retrouver parfois à ne plus savoir comment vous comporter, voire même à ne plus savoir quoi penser. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de deux sujets qui m'ont amené, ou m'amènent encore, ce sentiment de confusion. La religion et le rapport à l'apparence physique. Et allez, c'est parti. Ce n'est pas du tout lié à la double culture et c'est même assez courant pour s'adapter en société. Mais en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, je vais adapter mes réponses et mon attitude. Ça ne veut pas dire que j'ai un nombre infini de personnalités, mais franchement j'en ai sûrement 2 ou 3. Plus sérieusement, c'est comme un bouton marche-arrêt que vous activez en fonction de la situation. Vous appuyez inconsciemment dessus la plupart du temps, et parfois vous le faites avec intention. Cette agilité, vous l'utilisez pour plusieurs raisons. Pour vous faire comprendre, pour ne pas blesser la personne en face de vous, pour ne pas perturber la personne en face de vous, voire même pour vous sentir intégré. Quand on grandit avec une double culture, on est confronté à des mœurs différentes, parfois opposées. Et cette agilité, on la développe encore plus. Grosso modo, pour ma part, moi ce que je me dis c'est: est-ce que là je dois sortir ma cartouche française ou ma cartouche libanaise ? Alors, il y a un peu de schizophrénie dans tout ça, et parfois il est difficile de démêler qui vous êtes vraiment et ce que vous pensez vraiment. Il y a 2 sujets dont je voulais vous parler dans cet épisode, la religion et le rapport à l'apparence physique. Parce que pour ces 2 sujets, j'ai pu un peu me perdre à ne plus trop savoir ce que j'avais envie de garder ou de jeter de mes 2 cultures, et c'est ce que je veux vous raconter aujourd'hui. On va commencer avec la religion. La religion est très présente dans la vie des Libanaises et des Libanais, ainsi que dans l'espace public. Les cloches des églises sonnent, certaines messes sont retransmises dans la rue lors de fêtes religieuses, et on entend le muezzin et l'appel à la prière depuis les mosquées tous les jours. Dans la culture libanaise, la religion n'est pas l'affaire de quelques dates clés. Elle se vit au quotidien. Je vais ici prendre l'exemple de la religion chrétienne maronite, qui est celle de ma famille et la mienne. Aller à l'église, ce n'est pas réservé aux messes de Noël ou de Pâques. Je dirais même que ce n'est pas réservé aux messes. On va à l'église plusieurs fois par semaine pour se recueillir, qu'il y ait une messe ou non. On a quelque chose à demander, on va passer quelques minutes à l'église. On veut remercier Dieu pour une bonne nouvelle, on va passer à l'église. On a peur, on passe à l'église. On est reconnaissant, on passe à l'église. La religion et la pratique font partie du quotidien. Les signes ostentatoires sont présents autour des cous, sur les poignets, dans les voitures, dans les maisons, devant les maisons, dans les magasins, les restaurants. La protection de Dieu, peu importe la forme qu'il prend en fonction des religions, est un élément central de la culture libanaise. En restant un peu en surface et sans rentrer dans les complexités sociologiques, ça peut s'expliquer assez facilement par l'histoire du pays et les nombreuses années de guerre qui l'ont marqué. En France, la religion est l'affaire du privé, et sa pratique également. Je ne sais pas si c'est par assimilation, par pudeur, ou les deux, mais mes parents, croyants et pratiquants, ont toujours vécu la religion de manière privée. Alors la messe tournait en fond sur France 2 le dimanche matin à la télé, et on écoutait des chants religieux à la maison.
On a toujours eu des signes religieux autour du cou, un pendentif de la Vierge Marie sur une chaîne ou une croix sur un bracelet. Mais toujours discret. Le maître mot, c'était et c'est toujours la discrétion. Encore maintenant, je vais cacher mon pendentif religieux sous mon t-shirt ou mon pull quand je remarque qu'il est visible. J'ai fait du catéchisme, mais j'ai arrêté assez tôt parce que j'aimais pas trop ça. Et mes parents ont été cool et n'ont pas insisté. Enfin, après ma première communion quand même, parce qu'il faut quand même pas abuser. Je vais très rarement à la messe, mais j'aime me recueillir dans les églises. Je connais super mal la Bible et je comprends rarement les références, mais je connais quelques traditions. Du coup, je ne me considère pas vraiment comme pratiquante, mais j'ai compris récemment que c'était parce que l'environnement ne le favorise pas. Je m'explique une fois encore. J'étais au Liban pour Pâques l'année dernière et c'était la première fois que je vivais une fête religieuse au Liban. J'ai découvert comment les traditions y sont pratiquées, qu'elles soient culinaires, cérémoniales, communautaires. Tout ce que je connaissais était multiplié par 10. Ce qui se vit de manière très confidentielle en France était là-bas l'affaire de toutes et tous. Je me suis totalement prise au jeu et j'ai ressenti quelque chose de très différent. Une fierté presque d'appartenir à cette communauté, chose que je ne ressens pas du tout ici. En France, Pâques c'est un jour férié pour la majorité des personnes qui se définissent comme croyantes. Au Liban, Pâques c'est le Noël sous stéroïdes du français le plus croyant. Je me sens plus croyante quand je suis dans cet environnement-là et j'ai compris plus que jamais que ma foi était bien présente, mais ne se manifestait pas de la même manière en fonction du pays dans lequel je me trouvais. Du coup, la confusion est la suivante. Est-ce que je suis considérée comme croyante dans les deux pays, comme pratiquante, et surtout, comment je me considère moi? J'ai pas encore complètement la réponse, mais je voulais lancer ça dans cet épisode. Sans transition, l'apparence physique était ma deuxième réflexion. C'est un sujet qui m'a beaucoup marqué et qui m'a longtemps pesé, qui a impacté la personne que je suis aujourd'hui, physiquement et mentalement. Au Liban, l'apparence physique est très importante. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je dois reconnaître que je n'ai pas pris le temps de chercher les origines de ce phénomène. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au Liban, on fait attention à l'apparence. On va juger ce à quoi vous ressemblez. Votre visage, votre hygiène, vos traits, votre poids, vos habits. Et quand on est une femme, je peux vous assurer que l'attention portée à ces détails, elle est démesurée. Et je le dis vraiment sans jugement de valeur, elle est démesurée pour la petite Française que moi je suis. Ayant grandi en France, je n'ai pas du tout eu les mêmes repères que mes cousines ou mes amies filles au Liban. Elles vont chez l'esthéticienne toutes les semaines pour entretenir leurs sourcils pour que la ligne soit parfaite. Elles avaient, à minima, avant la crise financière, des abonnements mensuels chez le coiffeur. Le coiffeur, c'était tous les jours de shampoing pour aller faire son shampoing et avoir de l'éclat. En comparaison, moi j'allais chez le coiffeur pour me faire rater chez Saint-Algue dans la galerie commerciale de l'Intermarché de Saint-Pierre-du-Perret. Vous comprenez le décalage. Et quand j'arrivais au Liban pour les vacances d'été, le premier commentaire, après les embrassades, les larmes et le drame, c'était un commentaire sur mon apparence. Soit j'avais pris du poids, soit j'étais trop maigre, soit il fallait prendre rendez-vous chez l'esthéticienne dès que possible pour régler ma ligne, soit on se félicitait d'avoir déjà pris le rendez-vous chez le coiffeur pour moi. Autant vous dire qu'à l'âge de la préadolescence-adolescence, ça met pas très en confiance. En France, je n'avais pas du tout de remarques particulières sur mon apparence, sauf de la part de ma famille libanaise. Ces commentaires et cet aspect de la culture libanaise m'ont profondément marqué. Au lieu de faire des efforts pour rentrer davantage dans le moule des attentes du pays, j'ai développé une aversion à l'esthétisme. Moi, j'aimais jouer au foot, être en jogging, j'étais super sensible des cheveux et je voulais grosso modo qu'on me laisse tranquille. C'est un trait de caractère que j'ai gardé longtemps, que j'ai encore un peu maintenant, et que j'attribue en totalité à cet aspect de la culture libanaise. Ça a marqué ma confiance en moi et la manière dont je me voyais et dont je voyais ma féminité.
alors que cet environnement représentait seulement 2 mois de vacances d'été tous les 2 ans. Ce qui est difficile, c'est que si j'avais été aussi à cheval sur mon apparence en France, j'aurais aussi été jugée pour ça. J'aurais été too much. Trop maquillée pour les standards français, trop apprêtée, trop superficielle. Alors, jongler entre ces 2 mentalités a été l'un des aspects les plus difficiles de ma double culture, et même si ça peut paraître anodin, ça a vraiment eu un impact sur ma construction personnelle. Maintenant, ces efforts-là, je vais les faire. Depuis que je suis adulte, on va dire, je dépasse mon blocage et je prends les rendez-vous nécessaires avant de partir pour éviter au maximum les remarques. Je vais davantage me fondre dans la masse en reprenant les codes de ce qui leur plaît, dans la mesure du possible et du raisonnable. J'en suis toujours pas au fossile, tatouage de sourcils et abonnement chez le coiffeur, mais on va dire que je suis un peu plus flexible. Au fond de moi, même à 32 ans, je crains encore de me prendre une remarque, l'air de rien, sur mon physique. L'exemple le plus probant, je trouve, c'est les mariages. Un mariage simple au Liban, c'est le max du max d'un mariage en France. Et entre nous, je sais même pas si ça existe vraiment les mariages simples au Liban. Tout ce que je sais, c'est que quand il y a mariage au Liban, il y a conseil de guerre en amont, pendant et débrief après. Je vais faire un énorme effort pour arriver pimpé au maximum de ce que je peux, robe longue, talons de 15, maquillage, coiffeur, et j'aurai toujours la même remarque. Hey Marianne, simple, fidèle à elle-même. Ok, je lâche l'affaire. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte avec les années que c'était pas mal de prendre soin de soi. Et que j'aurais pu m'éviter des années de résistance si la pression n'avait pas été aussi forte. Je vous rassure, je ne suis pas devenue complètement zinzin et on apprend à naviguer cette confusion. On finit par créer des modèles hybrides et c'est ce qui fait la richesse de nos vies. Il y a d'autres sujets qui me sont venus quand j'ai préparé cet épisode, comme le rapport à la famille ou le décalage entre les références culturelles locales. Je n'ai pas encore réussi à bien articuler ma pensée sur ces 2 points, mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode solo à l'avenir. J'espère que ce nouveau format vous a plu et que vous n'êtes pas trop lassés de ma voix. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt. Vous avez écouté Nos Nos, le podcast moitié-moitié. Moitié français, moitié libanais.